Lorsque l'agent du FBI Carl Schlaff s'est assis en face de Scott Lee Kimball, un détenu de la prison d'Englewood dans le Colorado, il espérait que ce qu'il avait à dire serait intéressant. Et ça l'était. Kimball a tout révélé à Schlaff sur un complot de meurtre découvert, organisé par son codétenu. Mais Kimball avait encore plus d'informations à partager, et il n'a pas tardé à demander à devenir informateur pour le FBI. Schlaff ne pensait pas que quoi que ce soit pouvait mal tourner. Kimball était en prison pour diverses accusations de fraude, mais rien de violent, et il affirmait vouloir rentrer dans le droit chemin. Pour Schlaff, cela semblait être une excellente opportunité. Mais ensuite, tout a mal tourné. En 2003 et 2004, Kimball a assassiné 4 personnes. Il a été condamné à 70 ans de prison en 2009. Mais qui était Scott Lee Kimball? Et comment ce tueur en série a-t-il réussi à devenir un informateur du FBI? Dans ce documentaire, nous cherchons à explorer ces questions et bien d'autres en examinant l'affaire de Scott Lee Kimball, l'informateur du FBI devenu tueur en série. Né le 21 septembre 1966 à Boulder, dans le Colorado, Scott Lee Kimball était l'aîné de 2 enfants, nés de Barb et Virgil Kimball. En 1976, alors qu'il avait 10 ans, les parents de Kimball ont divorcé après que sa mère, Barb, s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments pour une autre femme. Son père, Virgil, a quitté l'État et s'est finalement remarié. D'après tout le monde, Kimball a été dévasté par la détérioration du mariage de ses parents, et son comportement a commencé à se dégrader en conséquence. Quelques semaines après la séparation de ses parents, la police est intervenue chez lui suite à des tirs signalés par les voisins touchant d'autres maisons. Kimball a réussi d'une manière ou d'une autre à mettre la main sur l'une des armes à feu de son père. L'officier qui a répondu à l'appel ce jour-là a ensuite déclaré « Je savais qu'il allait être difficile à gérer. » Après la séparation, Kimball et son jeune frère Brett ont commencé à passer plus de temps chez leur grand-mère, dans le parc de maisons mobiles Skylark à Lafayette. C'est ici que Kimball a rencontré un homme qui allait changer sa vie à jamais. Theodore Payton, âgé de 41 ans, s'est beaucoup occupé de Kimball. Il le surprenait avec des cadeaux amusants, lui accordait toute son attention lorsqu'il parlait et l'emmenait plus tard faire de longues balades en voiture jusqu'à sa cabane au bord du réservoir Barker de Nederland. Il passait trop des heures à discuter, jouer et s'amuser. Mais Kimball, 10 ans, ne voyait ni ne comprenait les vraies intentions de Payton. Un jour, alors que Kimball se baignait, Payton lui a proposé de l'aider à laver son dos, puis lui a dit vouloir lui faire un massage. À un moment donné pendant cette rencontre, Payton a pris un magazine pornographique et a commencé à le feuilleter, finissant par se masturber devant Kimball. Il a demandé au garçon de 10 ans de le toucher, et à partir de là, les choses ont dégénéré. Au début, Payton prenait des photos nues de Kimball, mais il a rapidement commencé à attacher l'enfant, à l'abuser sexuellement et à enregistrer les abus sur film. Adolescent, Kimball recevait du jus d'orange mélangé à de l'alcool et Payton jouait à des parties dérangées de action ou vérité avec le garçon. Il a averti Kimball de ne rien dire à personne, affirmant qu'il tuerait son père s'il le faisait. En 1981, Brett et Kimball ont déménagé à Hamilton, dans le Montana, pour vivre avec leur père. Mais Kimball se rendait à Boulder, dans le Colorado, les week-ends, et Payton continuait de l'abuser. Dans le Montana, Kimball a commencé à fréquenter le lycée Centaurus, mais a abandonné après seulement un mois. Un camarade de Kimball a plus tard raconté « Il n'était pas populaire, mais plutôt discret ». On ne sait pas combien de temps Payton a continué à abuser de Kimball, mais l'histoire des comportements prédateurs et abusifs de Payton n'a été révélée qu'en 1989, lorsque Kimball avait 23 ans. Lors d'une partie de chasse avec son frère dans l'ouest du Montana, Kimball a tenté de mettre fin à ses jours. Il s'est tenu dans sa chambre de motel, le canon d'un fusil contre le front, et a appuyé sur la détente. La balle a ricoché sur le crâne de Kimball, mais le souffle du tir a provoqué un trou dans son front qui laissera plus tard une cicatrice visible. Le jeune homme de 23 ans a été hospitalisé d'urgence et est resté dans un état critique plusieurs jours.
Son cousin a constaté que cette expérience l'avait profondément transformé. Il a perdu sa conscience, il n'a plus jamais été le même. Après la tentative de suicide, Kimball et d'autres garçons abusés par Peyton se sont unis pour le dénoncer à la police de Boulder. Peyton a été arrêté et, en 1991, il a été reconnu coupable de 6 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un enfant et condamné à 7 ans de prison. Il a été libéré seulement 5 ans plus tard, en 1996, et est retourné à Nederland, dans le Colorado. Bien qu'il soit légalement tenu de s'enregistrer comme délinquant sexuel, Peyton ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'un groupe de parents inquiets s'en rende compte et en informe les forces de l'ordre. En 1992, Kimball a écrit au sujet de ses expériences dans une lettre adressée à un juge du district de Boulder qui envisageait une réduction de peine pour Peyton. Il a déclaré « Ted Peyton m'a privé de mon droit à une enfance normale, saine et innocente. À cause de l'égoïsme de Ted Peyton et de son besoin de satisfaction sexuelle, il a détruit ma vie à jamais. » Il a poursuivi en accusant Ted Peyton de ne pas reconnaître sa culpabilité pour ses crimes, en soulignant que Ted Peyton n'a montré aucun remords et en ajoutant que ces crimes m'ont coûté, à moi et à ma famille, très cher. En 2010, on a demandé à Ted Peyton de commenter les abus qu'il avait commis. Sa seule réponse a été « C'était il y a longtemps ». Il est décédé chez lui en 2017 à l'âge de 81 ans. Une ex-petite amie de Kimball, Denise Pierce, a déclaré à la police qu'il tenait sa mère responsable des abus, pensant qu'elle l'avait envoyée chez l'agresseur. Cela l'a amenée à éprouver une profonde colère envers elle. Elle a également déclaré que Kimball avait dit que cette épreuve l'avait fait se sentir honteux en tant qu'homme. Sa mère Barb a dit aux enquêteurs qu'elle n'avait d'abord rien soupçonné d'anormal concernant Peyton. Lorsqu'elle a interrogé son fils à son sujet en 1980, il a nié avoir été victime d'abus. À l'âge adulte, Kimball avait déjà un long casier judiciaire. En 1988, il a été reconnu coupable d'un crime pour la première fois après avoir émis de faux chèques dans des motels. Il a aussi été inculpé à la même période pour avoir dirigé une entreprise illégale de guides de chasse dans le Montana, aidant des personnes sans permis à chasser des animaux sauvages, dont des élans et des ours, et pour émission de chèques sans provision dans le comté de Missoula. De retour à Broomfield, dans le Colorado, il a été reconnu responsable d'avoir cambriolé 2 maisons et volé plusieurs objets, dont une canne à pêche, 2 carabines et un fusil de chasse, et il a également été inculpé pour ces vols. Les infractions de Kimball étaient pourtant non violentes à l'époque, et il parvenait souvent à éviter la prison. Mais en homme libre, il devait souvent se retourner à cause des nombreuses personnes à qui il avait extorqué de l'argent. En juin 1993, Kimball a épousé Larissa Minia, et le couple a déménagé à Spokane, dans l'État de Washington. Kimball avait déjà été marié brièvement une première fois, mais peu de détails sont disponibles sur cette union. Le premier fils de Kimball et Larissa est né en 1993, et leur second en 1996. Bien que le mariage ait donné naissance à 2 enfants, Kimball n'a pas réussi à changer ses habitudes d'infidélité et de fraude. Il s'est vite lancé dans le commerce du bois et a monté des arnaques, escroquant de l'argent à divers habitants, dont le dentiste de Larissa et des évêques de son église. En 1996, le couple a déposé le bilan et, 1 an plus tard, ils ont demandé le divorce. Larissa a cité les escroqueries de Kimball comme faisant partie du problème, notant qu'il n'était pas rare d'avoir un huissier sur notre perron toutes les 2 semaines pour nous remettre des papiers. Il avait toujours une excuse, ce n'était jamais de sa faute. Elle a toujours affirmé qu'il fréquentait des travailleuses du sexe pendant leur mariage. Malgré leur divorce, le couple est resté en couple pendant plusieurs années par la suite. Ce n'est qu'en 1999 que les choses ont empiré lorsque Larissa a appelé la police pour signaler que Kimball l'avait violée sous la menace d'une arme à feu. Kimball a affirmé face aux policiers que son ex-femme l'accusait seulement pour obtenir la garde exclusive des enfants. Larissa a ensuite échoué à un test au détecteur de mensonges et la police a décidé de ne pas porter plainte. Cette décision a aussi été prise, semble-t-il, car le couple a continué à avoir des relations sexuelles consenties après l'incident, compliquant l'affaire pour les procureurs. La situation de Kimball a empiré, les autorités de Spokane l'ont enquêté pour 3 accusations de falsification de chèques. Puis, en 2000, il a été emprisonné dans le Montana après avoir été reconnu coupable d'avoir violé sa probation à la suite d'une infraction de fraude. 1 an plus tard, il a été transféré dans une maison de transition, mais seulement 1 mois s'est écoulé avant qu'il ne prenne la fuite. Travaillant seul comme caissier dans une station-service, il a pris plus de 600 $ et volé un camion. Larissa a allégué que pendant sa cavale, il est retourné à Washington où il a cambriolé sa maison, l'a kidnappée et l'a violée. Les forces de l'ordre à Spokane ont émis un mandat d'arrêt contre lui. Kimball est parti en Alaska où il a longtemps usurpé l'identité de son frère.
Il s'est fiancé à une autre femme et a poursuivi sa carrière dans la fraude, rédigeant des chèques falsifiés qui allaient très bientôt entraîner son arrestation. Les autorités ont retrouvé Kimball à l'hôtel avec sa fiancée, où il a récupéré plus de 11 000 $ en billets de 100 $. Peu de temps après, il a été condamné. En août 2002, l'agent du FBI Carl Schlaff et un collègue ont été envoyés à Englewood, une prison à faible sécurité dans le comté de Jefferson, au Colorado, pour parler avec Kimball. Selon tous les témoignages, Schlaff était expérimenté. Il avait passé 10 ans à travailler sur des affaires de drogue de bas niveau à Denver, avant d'être affecté au crime organisé, puis transféré à l'unité des crimes violents. Fort de son expérience, il n'était pas satisfait de la tâche confiée. Selon lui, ce type de réunion ne convenait pas aux agents chevronnés. À Englewood, Schlaff a rencontré Kimball, 36 ans, et l'a écouté raconter que son codétenu Steve Ennis avait évoqué engager quelqu'un pour tuer Winnie. Des témoins devaient témoigner contre lui au sujet de son réseau de distribution d'ecstasy. Kimball a alors proposé de devenir informateur pour le FBI. Notamment, Kimball avait déjà informé sur ses codétenus. Il a d'abord été emprisonné en Alaska après y avoir été arrêté en 2001 et a alors informé le FBI que son codétenu de l'époque, Arnold Flowers, avait parlé de commanditer un meurtre contre un juge fédéral, un procureur et plusieurs témoins. Flower et sa petite amie ont été inculpés en 2002 pour meurtre contre rémunération, subornation de témoins et tentative de meurtre sur des responsables fédéraux. À cette époque, Kimball avait également déclaré au FBI qu'un prisonnier nommé Jeremiah Jones s'était vanté du meurtre de Tom Wales. Wales était un procureur adjoint des États-Unis, qui a été tué à son domicile en octobre 2001. Alors que les autorités commençaient à enquêter sur Jones, Kimball a été transféré au Colorado pour sa propre sécurité. Après la rencontre de Kimball avec Schlaff à Englewood, il a été rapidement réactivé en tant qu'informateur, avec Schlaff comme responsable. Aujourd'hui, la gestion de Kimball en tant qu'informateur a été largement critiquée, mais en 2002, les enquêteurs n'examinaient pas l'historique d'un informateur avec autant de rigueur. À l'époque, le FBI n'était pas au courant des accusations portées contre Kimball par son ex-femme en 1999, en partie parce qu'il n'avait jamais été inculpé, mais aussi probablement parce que les agences de maintien de l'ordre ne communiquaient pas très bien entre elles. De même, il n'y avait aucune trace des accusations portées par la police de Spokane contre Kimball en 2001, lorsqu'il a enlevé et violé Larissa. Les accusations ont été abandonnées quand il est devenu informateur du FBI. Il a été noté par Jordan Michael Smith, qui a écrit un article sur Kimball pour le magazine Atavista, que le FBI a déclaré ne pas avoir demandé l'abandon des charges. Comme il n'avait pas de casier judiciaire pour des crimes violents, Kimball semblait être un témoin convenable et crédible. Schlaff a rapidement élaboré un plan. Kimball proposerait de devenir le compagnon de cellule et tueur à gages de Steve Ennis après sa libération, tandis que le FBI arrêterait Ennis lors de sa tentative de meurtre. Kimball a été libéré le 18 décembre 2002, les autorités ayant convaincu un juge de le relâcher contre une caution non garantie de 10 000 $. Un procureur du comté de Lewis et Clark, qui souhaitait poursuivre Kimball pour vol et pour s'être enfui en Alaska, s'est souvenu avoir été consterné par la décision de le libérer de prison, déclarant « J'étais extrêmement en colère que le bureau ait essentiellement ignoré ma demande d'extradition. Ils ne m'ont jamais contacté. Ils l'ont simplement remis en liberté dans le Colorado. » Après sa libération, Kimball est allé vivre chez sa mère et son compagnon, Kay, qui habitait à Denver. Larissa a ensuite déménagé au Colorado pour que son ex-mari puisse continuer à voir leurs 2 fils, même si elle avait toujours peur de lui. Pour subvenir à ses besoins, Kimball a rénové et revendu des maisons, puis fondé Rocky Mountain All Nature Beef Company, spécialisée dans la viande biologique. Il a reçu un investissement de 15 000 $ de la part de Bob et 50 000 $ de la part de son frère Brett. En mars 2003, Kimball a plaidé coupable aux accusations de fraude en Alaska qui avaient été portées contre lui avant sa libération de prison au Colorado. Il avait dû assister à une audience au tribunal de Denver et attendre une nouvelle condamnation dans le cadre de sa liberté. Le lendemain, le 11 mars, il s'est envolé pour Seattle afin de rencontrer Jeremiah Jones, l'homme qui aurait soi-disant avoué avoir assassiné l'assistant du procureur des États-Unis, Tom Wales. Les plans du FBI consistaient à demander à Kimball d'acheter une arme à feu à Jones, qui venait tout juste d'être libéré de prison, et à le faire parler du meurtre. Mais une source anonyme a ensuite révélé dans The Atavist que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Kimball n'a pas utilisé les arguments que les autorités lui avaient en donnés, et Jones a semblé ne pas savoir qui était Kimball.
Pourquoi un homme qui connaissait à peine l'existence de Kimball, qui semblait ne jamais lui avoir parlé auparavant, aurait-il avoué un meurtre non résolu et très médiatisé devant lui? Cela a paru étrange aux enquêteurs de Seattle, qui ont commencé à supposer que Kimball avait tout inventé. Ils lui ont fait passer un test au détecteur de mensonges qui a révélé qu'il mentait au sujet de l'aveu de meurtre de Jones, et l'ont ensuite transféré au Colorado. Les agents du FBI de Seattle étaient apparemment furieux du résultat. Pendant qu'il était informateur pour le FBI, Kimball a reçu 50 000 $, et en plus le FBI l'avait aidé à éviter des accusations aux conséquences bien plus graves. Pour la fraude de chèques, il risquait 10 ans de prison. Ils ont ensuite envoyé un email à Schlaff pour contester sa crédibilité. Schlaff est aussi devenu furieux, mais pas contre Kimball. Il a dit à l'agent que leurs préoccupations auraient dû être communiquées par téléphone, car tout écrit du FBI sur l'escroc pouvait être transmis à un avocat de la défense lors de la communication des preuves. Il a noté que l'email pourrait discréditer Kimball comme témoin et a réaffirmé sa confiance dans le criminel condamné. Un mois plus tard, en avril 2003, Schlaff a emmené Kimball à une réunion dans le cadre de l'affaire Steve Ennis. Équipé d'un micro, Kimball est entré dans un Applebee's et a parlé pendant 2 heures avec un homme nommé Jason Price au sujet du trafic de cocaïne en Alaska. Ils ont également discuté des témoins qui devaient bientôt témoigner contre Ennis, mais il n'a jamais été question d'un contrat sur la tête de quelqu'un. Malgré le peu d'informations issues de la discussion, Schlaff a jugé la réunion fructueuse. Peu de temps après, cependant, il a découvert que son enquête était mise en pause car il y avait des difficultés à obtenir la coopération du bureau du procureur des États-Unis pour utiliser Kimball comme témoin collaborateur. Un autre mois passa et Schlaff déposa Kimball à l'aéroport. Il devait se rendre en Alaska pour consulter lors du procès d'Arnold Flowers, l'homme qui, avec sa petite amie, avait tenté de commander les meurtres de plusieurs responsables et témoins. Schlaff remarqua que Kimball paraissait distrait et presque paranoïaque en voiture, lui demandant même à un moment s'il y avait un problème. De plus en plus méfiant, Schlaff déposa Kimball, retourna à son bureau et vérifia s'il faisait l'objet de mandats d'arrêt. Un mandat d'arrêt avait été émis à Spokane, sans préciser les chefs d'accusation. À son retour d'Alaska, Schlaff, furieux, fit arrêter Kimball. Bien que le mandat d'arrêt ne concerne qu'une infraction mineure à sa probation, Schlaff informa Kimball qu'il ne serait plus utilisé comme informateur. Mais ensuite, Kimball fit une révélation fracassante. Il avait entendu Jason Price avouer le meurtre de Jennifer Markham. Fin décembre 2000, De Kimball rencontra Jennifer Markham, 25 ans, la petite amie de Steve Ennis. Originaire de l'Illinois et ayant quitté le lycée, Jennifer avait déjà été mariée, divorcée et avait un jeune fils. Schlaff avait autorisé Kimball à rencontrer Jennifer, mais peu de temps après, Kimball commença à la voir seule, sans obtenir l'autorisation du FBI. Sans surprise, Kimball n'a pas dit la vérité sur lui-même à la jeune femme. Il a prétendu posséder une chaîne de café à Seattle et lui a proposé un emploi dans l'un de ses établissements. Jennifer était ravie. Elle avait commencé la danse exotique pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, mais détestait ce travail et voulait changer. Finalement, Kimball a demandé à Schlaff la permission d'avoir une relation sexuelle avec Jennifer. Cependant, il s'est vu refuser cette demande. Jennifer était au pire une suspecte potentielle dans l'affaire contre Ennis et au mieux une source précieuse d'informations. Plus tard, Schlaff déclarera « Je trouvais que c'était une demande inhabituelle, mais comme Kimball était en détention depuis 14 mois auparavant, cela me paraissait innocent. » En février 2003, Jennifer a disparu. Elle avait dit à son petit ami Ennis que le 17, elle allait dîner avec Kimball, mais Ennis n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Il a déclaré aux enquêteurs qu'elle lui était totalement dévouée et le contactait toujours, mais ses appels tombaient sur sa messagerie vocale. Il lui a écrit des lettres sans jamais recevoir de réponse. Les dossiers du FBI révèlent que Kimball a informé Schlaff avoir eu des nouvelles de Jennifer. Elle a pris un vol pour New York où elle a continué comme danseuse exotique et a travaillé comme escorte. Mais en avril, Schlaff a appris que Jennifer serait morte. Il n'a pas donné plus de détails. Schlaff découvrirait plus tard qu'aucun des deux, Jennifer ou Kimball, n'avait utilisé son téléphone portable le 18, le lendemain de leur dîner ensemble. Le téléphone de Jennifer n'a plus servi, celui de Kimball a été utilisé 3 jours après. De plus, le véhicule de Jennifer avait été laissé à l'aéroport international de Denver dans la nuit du 18 février et a été remorqué à la fin du mois de mars car il était considéré comme abandonné.
2 lettres ont été envoyées à Jennifer pour réclamer le paiement des frais liés à l'abandon de sa voiture au parking de l'aéroport, mais elle n'a jamais répondu. Le père de son enfant a dit qu'elle n'était ni venue le voir, ni contactée depuis son départ de chez elle. En avançant jusqu'en mai 2003, lorsque Kimball a informé Schlaff que Price avait avoué le meurtre, l'agent a été stupéfait. Kimball a déclaré que Price lui avait montré une photo de son corps ligoté et bâillonné, puis, après le meurtre, l'avait mise dans son coffre conduit à Rifle, Colorado, et jetée dans un ruisseau. Price aurait demandé à Kimball de retirer les implants mammaires de Jennifer, craignant que leur numéro de série permette d'identifier le corps et de remonter jusqu'à lui. Kimball a été interrogé au sujet de son interaction avec Price non seulement par Schlaff, mais aussi par Suzanne Hallinen, une agente fédérale de la DEA qui travaillait sur l'affaire Ennis. Elle doutait de l'histoire de Kimball, estimant que Price n'aurait pas commis ce crime, d'autant qu'il avait déjà été victime d'un vol de drogue. Il s'était déjà fait arnaquer et ce n'était tout simplement pas une personne violente. Elle ne connaissait aucune raison pour laquelle Price aurait tué Jennifer. Elle a dit à Schlaff qu'elle pensait que Kimball était responsable de la disparition de Jennifer, mais elle n'a pas pu fournir de mobile pour ce meurtre. Kimball a réussi un test au détecteur de mensonges dans le cadre de l'affaire, ce qui a apporté une certaine satisfaction quant à son innocence. À l'époque, les polygraphes étaient considérés comme beaucoup plus fiables qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les parents de Jennifer se sont inquiétés de sa disparition en 2004 lorsqu'ils ont découvert que sa voiture avait été abandonnée à l'aéroport. Par Schlaff, ils ont contacté Kimball qui a raconté à Bob, le père de Jennifer, que Jordan Price l'aurait tué, photographié puis jeté ses restes dans un ruisseau. Il a alors proposé d'emmener Bob là où était le corps. Plus tard dans la nuit, il a proposé à la mère de Jennifer à l'hôtel de signer un contrat l'autorisant à l'attacher et à avoir des relations sexuelles, en échange de lui révéler ce que le meurtrier avait fait à sa fille. Bien sûr, la mère de Jennifer a refusé cette proposition, mais elle et son ex-mari sont arrivés à la même conclusion concernant Kimball et son lien avec leur fille. C'était lui le meurtrier. Jennifer Markham n'était pas la première victime de Kimball. Vers la fin de l'année 2002, Kimball a contacté 24. Leanne Emery, âgée de 24 ans, la petite amie de Steve Hawley, un détenu à Englewood qui purgeait une peine pour un braquage de banque. Hawley avait déjà tenté de s'évader et Kimball a dit à Schlaff qu'il préparait une nouvelle évasion, ce qui a poussé Schlaff à avertir la prison, qu'il a alors mis en isolement. L'isolement empêchait Leanne de contacter Hawley. À ce moment-là, elle avait rencontré Kimball, dont elle dépendait désormais pour sa compagnie. On sait cependant qu'elle avait envoyé un email à un cousin dans lequel elle décrivait l'homme plus âgé comme dangereux, mais que si on ne le contrariait pas, il pouvait être votre meilleur ami. En janvier 2003, Leanne a vu ses parents dans sa ville natale et a chargé sa voiture pour un voyage au Mexique. Elle a aussi appelé sa sœur pour lui dire que si jamais il lui arrivait quelque chose, elle l'aimait. Leanne n'est pas allée au Mexique. Avec Kimball, elle a voyagé une semaine dans 4 États de l'Ouest et volé pour 15 000 $ de chèques. Le 27 janvier, 11 jours après avoir quitté la maison de ses parents, elle les a appelés pour dire qu'elle prolongeait son séjour, alors qu'elle était déjà revenue au Colorado. Leanne a finalement appelé sa cousine, affirmant que si Kimball apprenait leur conversation, il les tuerait tous les deux. Sinon, elle disait qu'elle était plutôt en sécurité. Et bien qu'elle n'ait pas voulu révéler où elle se trouvait, elle a dit qu'elle était avec plusieurs policiers corrompus. 2 jours plus tard, elle a quitté l'hôtel où elle séjournait à Grand Junction et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Kimball dira plus tard qu'ils sont allés dans le canyon Bryson, dans les Book Cliffs de l'Utah, puis a demandé à la jeune femme de 24 ans de les accompagner en randonnée. Elle a accepté et, au bout du canyon, il lui a tiré une balle dans la tête avec un pistolet acheté quelques jours auparavant. Sa voiture a été retrouvée début février dans la ville de Moab, dans l'Utah, à 65 km de Grand Junction. À ce moment-là, son petit ami, Hawley, s'était inquiété de son absence de nouvelles et avait écrit à ses parents qui lui ont dit qu'ils ne l'avaient eux ni vu ni entendu non plus. Ses parents ont ensuite examiné ses relevés de carte de crédit et retracé ses déplacements, découvrant qu'elle n'était jamais allée au Mexique et qu'elle était revenue au Colorado le 27. La cousine de Leanne a partagé leurs emails avec ses parents, mais Leanne n'a jamais identifié Kimball par son nom, et Hawley a refusé de le faire car il avait peur que la famille ne soit blessée s'il le faisait. La police locale était réticente à prendre l'affaire en charge, en partie parce qu'ils pensaient que Leanne était une adulte qui était partie de son propre gré, mais aussi, selon sa famille, à cause de ses origines. Leanne était l'enfant de parents divorcés et avait été diagnostiquée bipolaire.
Comme Jennifer, elle travaillait comme danseuse exotique au moment de sa disparition. Sa famille pensait que la police considérait Leanne comme peu importante et négligeait d'enquêter sur sa disparition, même après que ses parents aient découvert l'utilisation de sa carte de crédit en Californie des semaines plus tard. Au début du mois de janvier 2003, avant que lui et Leanne ne partent voyager dans les États de l'Ouest, Kimball a rencontré Lori McLeod dans un casino à Black Hawk, dans le Colorado. Kimball était là avec Barb, qui souffrait maintenant de sclérose en plaques, et Lori a été touché par la façon dont il semblait vraiment tenir à elle. Il avait une touche délicate et un ton doux. Lori a trouvé Kimball agréable et a fini par lui donner son numéro de téléphone. Comme il l'avait fait avec Jennifer, Kimball a menti sur lui-même. Il a prétendu être un agent du FBI et a montré un faux badge, ainsi qu'un ordinateur portable portant le sceau du bureau. Les deux se sont rapprochés grâce à leur rôle de parents, Kimball envers ses fils, Cody et Justine, et Lori envers sa fille, Casey. Ils ont commencé à sortir ensemble en février de cette année-là, faisant du camping, visitant des restaurants chics et randonnant dans des parcs nationaux. Lori a remarqué que son nouveau compagnon était très attentionné envers sa fille de 19 ans qui avait déjà fugué et souffert de dépendance à la méthamphétamine. Cependant, en 2003, Casey essayait de repartir à zéro. Elle s'était fait de nouveaux amis, avait trouvé un emploi dans un restaurant Subway et était devenue sobre. Lori se rappela plus tard qu'il apportait toujours quelque chose pour Casey afin qu'elle se sente intégrée et non exclue. Lori a rapporté plus tard qu'elle voyait parfois Kimball regarder sa fille d'une manière étrange, comme s'il la détaillait du regard, mais elle faisait de son mieux pour l'ignorer, faisant confiance au fait que cet homme faisait partie des forces de l'ordre. Chaque fois qu'il devait partir pour le travail, Lori n'insistait jamais. Elle savait qu'il ne pouvait pas toujours révéler ce qu'il faisait ou où il allait. Le couple était toujours ensemble lorsque Schlaf a ordonné l'arrestation de Kimball en mai 2003 après son retour d'Alaska. Il allait été libéré le 20 juin 2003. Car le FBI et un juge avaient en décidé qu'il devait être mis sur écoute afin d'enregistrer Price avouant le meurtre de Jennifer. Kimball a justifié son arrestation auprès de Lori en lui disant que cela faisait partie de sa couverture en tant qu'agent du FBI. Puis, en août 2003, la fille de Lori, Casey, a disparu. Elle ne s'est pas rendue chez Subway et son téléphone allait directement sur la messagerie. Comme cela avait été le cas pour Leanne Emery, les enquêteurs ne se sont pas intéressés à sa disparition, affirmant qu'elle était adulte et qu'elle avait décidé de partir de son propre gré. Au moment de sa disparition, Kimball était censé être en voyage de chasse. Du moins, c'est ce qu'il a dit à Lori. Quelques jours plus tard, il l'a rassurée en disant que Casey reviendrait bientôt à la maison. Peu après, Kimball a trouvé le collier de Casey sur la poignée de sa porte et a remarqué la disparition d'une trousse de maquillage dans sa chambre. Pourtant, Lori ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a contacté le petit ami de Casey, qui a dit l'avoir vu pour la dernière fois quand Kimball l'a emmené travailler, le jour où elle n'est pas venue à son service. Lori pensait que Kimball était en contact avec sa fille et connaissait sa localisation. Mais lorsqu'elle l'a confronté sur ce que le petit ami avait vu, Kimball a nié et accusé ce dernier d'être sous l'emprise de drogue. Lori se souvenait avoir été extrêmement confuse face aux informations contradictoires qu'elle recevait. Kimball affirmera plus tard que Casey est morte d'une overdose après qu'il lui ait fourni de la méthamphétamine, de l'alcool et l'antidouleur Oxycontin. Peu de temps après la disparition de Casey, Kimball a suggéré que le couple se marie. Il a affirmé que cela lui permettrait de faciliter les recherches pour retrouver Casey, en utilisant ses contacts au FBI. Lori a accepté, espérant ainsi ramener sa fille à la maison. Ils se sont mariés à Las Vegas dans une chapelle en drive-in, puis sont partis camper dans la région de Kremlin, au Colorado. En décembre 2003, à l'insu de Lori, Kimball a comparu devant le tribunal pour enfin être condamné pour sa condamnation pour fraude en Alaska. En tenant compte du fait que Kimball avait aidé dans les affaires de Flowers et Ennis et que Schlaf croyait toujours que Kimball pouvait aider à résoudre le meurtre de Jennifer, le juge a ordonné à Kimball de payer une amende de $5 000 et plus de $8 000 de restitution à Wells Fargo, la banque qu'il avait escroquée en Alaska. Il a aussi écopé de 3 ans de probation fédérale, l'empêchant de continuer comme informateur rémunéré pour le FBI. Il pouvait donner des informations bénévolement, s'il le voulait.
Kimball était souvent absent pendant la première année de son mariage avec Lori et elle remarqua que lorsqu'il était à la maison, il avait commencé à se comporter de manière cruelle envers ses enfants. Mais c'était Justin, son fils aîné, qui semblait en souffrir le plus. Kimball l'appelait souvent Suzy parce qu'il considérait la personnalité douce de Justine comme féminine, mais même Lori ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Le 14 juillet 2004, Cody est arrivé en courant dans la cuisine, criant que Justine avait été blessée et a dit à Lori qu'elle devait appeler une ambulance. Cependant, au milieu de sa conversation avec les opérateurs, Kimball est arrivé en courant avec Justin dans ses bras. Il a installé le garçon sur le siège passager et est parti avec lui. Cody et Lori sont alors montés dans sa voiture et se sont rendus à l'hôpital. À leur arrivée, Justine était en train d'être placé sur une civière. Il était couvert de sang et de vomi et il convulsait. Kimball a déclaré que lui et les garçons jouaient dans le jardin quand une grille métallique est tombée sur Justine, le blessant à la tête. Sur le chemin de l'hôpital, le garçon avait essayé de baisser la vitre pour pouvoir vomir, mais à la place, il a ouvert la portière de la voiture. Il est tombé du véhicule et sur la route. Kimball a déclaré « Je roulais à environ 60. Il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte. » Mais Justine a été plongé dans un coma artificiel pendant 2 semaines, et à son réveil, il a demandé « Pourquoi papa m'a-t-il fait ça ?» Il a affirmé que son père avait poussé la grille sur lui, et qu'en se rendant à l'hôpital, il avait ouvert la porte passager et l'avait poussé dehors. Les autorités ont estimé que c'était la parole du père contre celle du fils après avoir étudié l'histoire de Justin. Les forces de l'ordre ne savaient pas non plus qui devait porter plainte si jamais elles décidaient de le faire. L'incident de la grille avait eu lieu dans une juridiction, tandis que l'incident avec le véhicule s'était produit dans une autre. Finalement, aucune plainte n'a jamais été déposée, ce que la mère de Justine et Cody, Larissa, a déploré. Elle avait déjà essayé à plusieurs reprises d'obtenir la garde exclusive de ses enfants, mais ses recours avaient été rejetés. Même après que Justine ait été blessée, elle a été obligée d'envoyer les garçons chez leur père un week-end sur 2. Notamment après la tentative présumée d'attentat contre la vie de Justine, Barb, qui travaillait comme agente d'assurance-vie et avait aidé Kimball à souscrire bon nombre de ses polices, a changé le bénéficiaire de la police d'assurance-vie de Justine, passant de Kimball à elle-même. Elle avait remarqué que quelques semaines avant l'incident, Kimball avait demandé qui était le bénéficiaire de la police de $50 000 et elle a dit à une employée qu'elle craignait qu'il ait tenté de tuer Justine afin de pouvoir toucher l'argent. Au moment de l'hospitalisation de Justine, l'oncle de Kimball, Terry, est venu d'Alabama jusqu'au Colorado avec ses 2 chiens pour aider à s'occuper des garçons. Il a dit à Kimball qu'il cherchait à investir ou à devenir partenaire commercial. 1 an plus tôt, Kimball avait lancé une autre entreprise de viande appelée Faith Farms. De retour en Alabama, la femme de Terry était inquiète pour son arrangement. Terry avait tenté de créer une entreprise avec son neveu lorsqu'il travaillait dans une société de bois à Spokane, mais cela s'était soldé par un échec. Elle craignait que cette aventure se termine pareillement. Peu de temps après l'arrivée de Terry au Colorado, il est reparti. Kimball a dit à Lori, à son retour du travail, qu'il avait gagné à la loterie de l'Ohio, rencontré une danseuse exotique et voulait partir vivre au Mexique. Lori n'a pas cru cette histoire. Elle n'aimait pas Terry et ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait le trouver attirant, même avec de l'argent, mais elle était tout de même contente de se débarrasser de lui et n'y pensa plus. Elle remarqua cependant que certains meubles avaient été déplacés dans la maison. Elle montra une tache sur leur canapé en cuir blanc et demanda ce que c'était. Kimball affirma que c'était du vomi de chien. Lori resta sceptique et le lui dit. Kimball haussa les épaules, insinuant que Terry avait peut-être vomi lui-même et accusé les chiens. L'affaire fut vite oubliée et le couple reprit sa vie. Mais de retour en Alabama, Karen, la femme de Terry, restait sans nouvelles de lui depuis des semaines. Elle demanda le divorce, pensant qu'il la contacterait, mais ce ne fut pas le cas. Elle appela alors les Kimball pour demander où était Terry. Lori répéta l'histoire que son mari lui avait racontée. Dans les semaines après la disparition de Terry, sa banque nota des mouvements suspects sur sa carte de crédit, plus tard attribuée à son neveu. Kimball utilisa le nom de son oncle pour acheter 21 têtes de bétail à près de $12 000 à un ranch du Colorado. Le ranch n'a pas reçu son argent et s'est plaint au département d'agriculture de l'État. La banque de Terry découvrit que plus de $23 000 de chèques sans provision avaient été tirés sur son compte en 4 mois. Cette activité a été signalée au FBI, mais il n'est pas clair s'ils ont jamais donné suite à l'information. En 2005, 1 an après avoir été vu pour la dernière fois, Terry aurait envoyé un email à Virgil, le père de Kimball, disant qu'il profitait du Mexique et qu'il était peu probable qu'il revienne. La famille n'a plus jamais eu de nouvelles de lui après ce moment, et sa femme Karen a finalisé leur divorce à peu près à la même période.
En janvier 2006, un directeur de banque à Lafayette a signalé la falsification de chèques pour 83 000 $. Un détective enquêtant sur la fraude a découvert que les chèques avaient été déposés sur le compte d'une entreprise de viande de Kimball, tandis que la vidéosurveillance montrait un homme trapu avec un bouc, identifié plus tard comme Kimball, effectuant les dépôts. Les chèques provenaient d'un optométriste qui gardait ses documents dans une armoire non verrouillée, dans le même immeuble que l'une des entreprises de Kimball et le cabinet d'assurance de sa mère. Plus tard ce mois-là, le détective Gary Thatcher était venu chez Lori, mais elle ignorait où était son mari séparé. Leur mariage avait commencé à se désintégrer à la fin de 2005, et elle était convaincue qu'il avait une liaison avec une femme en Californie, car il avait commencé à se rendre fréquemment dans cet état, soi-disant dans le cadre de son travail. Lorsqu'on a demandé à Lori la profession de Kimball, elle a affirmé à Thatcher qu'il était bien agent du FBI avec badge et tout. Lori a également révélé que sa fille avait disparu 2 ans et demi plus tôt, et a admis qu'elle soupçonnait son mari d'être impliqué, car on pensait qu'il était la dernière personne à l'avoir vue vivante. Intrigué par ce qu'il avait appris sur Casey et par le fait que Kimball se faisait peut-être passer pour un agent du FBI, Thatcher a commencé à plonger profondément dans la vie du détenu. Le 8 mars, il a contacté le FBI et leur a fait part de ce qu'il avait entendu à propos de Kimball. Il a été transféré pour parler à Schlaff, qui lui a dit « Mais c'est un Yortar, c'est l'un de nos informateurs ». Schlaff savait que Casey avait disparu, mais ignorait que Kimball était peut-être la dernière à l'avoir vue vivante ou qu'il était parti chasser lors de sa disparition. Il s'est rendu compte qu'il avait été tellement concentré sur l'affaire Jennifer Markham qu'il n'avait même pas pensé à interroger Kimball sur ce qu'il savait des autres disparitions qui l'entouraient. Thatcher, quant à lui, apprenait maintenant la tentative présumée d'attentat contre la vie de Justine. Lui et Schlaff ont alors émis l'hypothèse que Kimball était peut-être un tueur en série. Thatcher a commencé à monter un dossier contre Kimball avec un autre agent du FBI, Jonathan Grusing. Il a ensuite affirmé à ABC News que personne n'avait une vision complète de Scott Kimball. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à examiner son passé criminel et à rassembler les éléments que nous avons pu constater que chaque agence individuelle n'avait aucune idée de ce à quoi elle avait réellement affaire. Un mandat d'arrêt a rapidement été émis pour de nombreuses violations de probation et le FBI a localisé le téléphone de Kimball à Riverside, en Californie, où il vivait avec sa nouvelle petite amie. Le 14 mars, Kimball a été arrêté. Il avait pris la fuite dans son camion mais s'est rendu 3 heures plus tard après avoir brièvement menacé de se suicider lors d'un appel téléphonique avec Karl Schlaff. Kimball a été transféré dans le Montana et emprisonné 2 ans pour s'être évadé de la maison de transition en 2001. Quelques mois plus tard, il a été amené à Denver, accusé de possession illégale d'armes à feu, une information que son jeune frère Brett avait portée à leur attention. Lors de cette audience, Kimball a dit au juge « J'aimerais obtenir toute l'aide possible pour m'empêcher de revenir à cette situation, à ce cycle dans lequel je me trouve. » Il a été condamné à 10 mois de prison et 6 mois en centre de réinsertion, peine à purger après son séjour au Montana. Thatcher et le FBI ne se préoccupaient pas de la durée des peines. Ils voulaient seulement éloigner Kimball pour préparer leur dossier contre lui. Ils ont tenté de l'interroger au sujet des disparitions de Jennifer et Casey, mais il a nié savoir ce qu'elles étaient en devenues. L'affaire a progressé quand Lori a informé les enquêteurs qu'elle possédait les affaires de Kimball, après avoir été expulsée de leur maison commune à la suite de son arrestation et avoir tout mis en carton. La police a examiné les objets et trouvé plusieurs indices intéressants. Un chapeau de l'uniforme de Casey et un reçu de supermarché à Walden, daté du lendemain de sa dernière apparition, alors que Kimball était supposé être en chasse. Des documents relatifs à la création du compte e-mail au nom de Terry, qui disait à Virgil qu'il ne reviendrait pas du Mexique, ainsi que l'ordinateur portable de Leanne Emery. En parcourant les documents de l'ordinateur portable, ils ont trouvé une photo de Leanne. À ce moment-là, ils n'étaient pas sûrs de qui elle était, car ils ne connaissaient pas encore le lien entre Leanne et Kimball. Ce n'est qu'après avoir parlé avec Holly qu'ils ont appris sa disparition. De plus, l'ordinateur portable de Kimball a été retrouvé. Il contenait des centaines d'images et de vidéos de femmes torturées, mutilées et menacées avec une arme à feu. Il conservait aussi des articles sur des tueurs ligotant et torturant des femmes. En avril 2007, les enquêteurs ont contacté la forêt nationale de Root près de Walden, en supposant que Kimball y avait emmené Cassie. On leur a appris qu'un chasseur avait récemment trouvé un crâne. Il a rapidement été identifié comme appartenant à Casey. Les enquêteurs étaient maintenant certains que Kimball était lié à 4 meurtres.
Comme la loi du Colorado était particulièrement sévère envers les criminels récidivistes, les procureurs étaient en prêt à inculper Kimball en tant qu'escroc en série, ce qui lui vaudrait 48 ans de prison. Thatcher et ses collègues ont jugé préférable de proposer un accord de plaidoyer à Kimball. L'accord exigerait qu'il plaide coupable des accusations de fraude et des meurtres, et qu'il conduise les enquêteurs au corps de ses victimes. S'il acceptait, il ne serait inculpé que d'un seul chef de meurtre au second degré. S'il refusait l'offre, il ferait face à des accusations distinctes pour tous les meurtres et risquerait possiblement la peine de mort. Kimball a finalement accepté l'accord. Le corps de Leanne a été retrouvé près du canyon où elle avait été abattue, à l'extérieur de Moab, et celui de Terry à Vail Pass dans les Rocheuses. Cependant, il ne savait pas où il avait enterré les restes de Jennifer, et après avoir essayé plusieurs endroits, il s'est rendu compte qu'il avait oublié où il avait mis son corps. À cause de cela, l'accord était désormais annulé. Malgré tout, Kimball a plaidé coupable des 4 meurtres. Le cousin de Kimball, Ed Coët, un ancien officier du renseignement militaire, s'est adressé aux médias après l'audience, lisant une déclaration au nom de Kimball. « Je mérite d'être tenu responsable et puni pour mes crimes. Cependant, je n'ai pas agi seul. Kimball a écrit qu'il avait travaillé comme informateur pour Karl Schlaff. Je ne lui ai donné que des informations inutiles, mais il a réussi à me diriger au cœur d'un monde criminel qui était excitant et intrigant, mais qui s'est révélé très dangereux et mortel. » Kimball semblait croire qu'il s'était trop impliqué et que le FBI, en particulier Karl Schlaff, n'avait rien fait pour l'aider. Il affirmait aussi que chacune de ses victimes avait été impliquée dans un complot criminel visant à introduire de la drogue dans la prison d'Englewood. Cependant, en 2021, Kimball a changé sa version à 2 reprises en parlant avec l'ataviste. Il a d'abord affirmé que Leanne, Jennifer et Casey le faisaient enchanter ou menacer Birkin de révéler ses escroqueries au FBI, donc il avait dû les tuer. Il a ensuite affirmé qu'il avait tué les 3 femmes pour le compte d'un gang de motards. Il a ajouté qu'il avait tué Terry parce que c'était un pédophile. Aucune preuve corroborante n'a jamais été trouvée pour étayer ces affirmations. Après la condamnation de Kimball, le FBI a lancé une enquête interne pour déterminer qui était responsable de l'énorme erreur d'avoir engagé et maintenu Kimball comme informateur, surtout qu'il avait déjà été accusé de plusieurs crimes violents à l'époque. Schlaff a été vivement critiqué pour sa gestion de Kimball, n'ayant ni découvert les accusations contre lui, ni révélé son intérêt pour les travailleuses du sexe et la pornographie de viol. Schlaff a affirmé que les vérifications des antécédents des informateurs ne touchaient généralement pas ces domaines. Il a été suspendu 3 semaines après qu'une enquête interne a conclu à ses médiocres performances. L'enquête a également indiqué que Schlaff aurait dû cesser d'utiliser Kimball comme informateur lorsque les agents de Seattle ont commencé à douter de sa crédibilité. En appel, la sanction a été réduite d'1 semaine, mais Schlaff a finalement quitté le FBI en 2013 car les procureurs et ses supérieurs ne voulaient plus qu'il travaille sur des affaires criminelles. Steve Ennis a précisé aux enquêteurs n'avoir jamais demandé à quiconque de tuer pour lui. De même, Arnold Flowers, le détenu en Alaska qui aurait soi-disant commandité des meurtres avec sa petite amie, s'est avéré n'avoir dit que si les témoins décidaient de ne pas témoigner, tout irait bien. Il a donc été condamné seulement pour subornation de témoins, sa remarque étant jugée trop vague pour une accusation de tentative de meurtre. Quant à Kimball, en 2008, Laurie McLeod a fait annuler leur mariage. Il a ensuite épousé une autre détenue, une femme dans la vingtaine, incarcérée au Kansas pour maltraitance d'enfants. Les deux ne se sont jamais rencontrés en personne. Pendant ce temps, en 2010, il a finalement été privé de ses droits parentaux. Justin aurait gardé des problèmes de vision à l'œil gauche, mais il s'est autrement complètement remis de l'incident au cours duquel son père aurait tenté de lui ôter la vie. Au lycée, il a évité le sport pour ne pas risquer une nouvelle blessure à la tête. Sa mère, Larissa, a déclaré aux médias que si vous le regardiez aujourd'hui, vous ne vous en douteriez jamais. Elle a souligné que l'incident de 2004 l'avait profondément choqué car Kimball n'avait jamais été violent avec leurs enfants. Justin a eu du mal à comprendre l'événement pendant des années par la suite, et Larissa a ajouté qu'il n'était qu'une victime de la maladie de son père, motivée par l'argent. Kimball aurait nié avoir tenté de tuer Justin, déclarant « Si j'ai des regrets, c'est d'avoir laissé tomber mes enfants ». Justin a encore du mal à accepter les crimes de son père à l'âge adulte. Il a déclaré à 2020 « Il est impardonnable et il est exactement là où il doit être ». Bien qu'il n'ait été inculpé que pour 4 meurtres, les enquêteurs pensent que Kimball pourrait en avoir commis bien d'autres.
Le procureur du comté de Boulder, Stan Garnett, a déclaré que Kimball se serait vanté auprès d'autres personnes d'avoir tué des dizaines de personnes. Beaucoup de ces victimes étant vulnérables et leurs affaires peu examinées par la police, certains pensent qu'il a pu viser d'autres personnes dans des situations similaires qui ont échappé à l'enquête. Les enquêteurs soupçonnent également que Kimball avait déjà une certaine expérience du meurtre avant la mort de Jennifer Markham, car ces meurtres ont été commis à des intervalles rapprochés et ne semblaient en trop pas l'affecter dans sa vie quotidienne. En 2017, Kimball a tenté de s'évader de prison. Lui et un autre détenu avaient prévu de s'évader et de tuer 2 personnes à l'extérieur, mais leur plan a été déjoué lorsqu'un ancien codétenu en a informé le FBI. L'accusation de sollicitation de meurtre a été abandonnée et, en 2020, Kimball a plaidé coupable pour une tentative d'évasion. 4 ans ont été ajoutés à sa peine. Kimball purge sa peine au pénitencier des États-Unis, Florence High, un établissement de haute sécurité situé dans le Colorado. Il a 57 ans. Il a été condamné à 70 ans de prison après avoir plaidé coupable de 4 chefs de meurtre au second degré et ne sera pas éligible à une libération conditionnelle avant 2054, date à laquelle il aura près de 80 ans. Les motivations exactes derrière les meurtres de Kimball restent inconnues. Il n'est pas retourné sur les lieux de ses crimes, ne semblait pas garder de trophées, et les meurtres paraissaient souvent soudains et non prémédités. Sa motivation était peut-être l'argent, car il a utilisé la carte de crédit et le nom de Terry pour acheter des articles pour son entreprise, puis utilisé celle de Leanne après sa mort. Casey et Jennifer, cependant, semblent avoir très peu de biens matériels à leur nom. La mère de Kimball, Barb, a dit aux enquêteurs que son fils rejette toute la faute sur les abus qu'il a subis durant son enfance. Le père de Casey, Rob McLeod, a noté qu'il éprouve beaucoup de compassion pour Kimball après avoir découvert les abus qu'il a subis dans sa jeunesse, mais il a ajouté que cela ne l'absout pas de ses crimes. Cela aide à comprendre, mais n'excuse rien. Une victime devrait avoir de l'empathie pour les autres. Le père de Leanne Emery, Howard, a exprimé des sentiments similaires en déclarant « Beaucoup de gens ont traversé des choses de terribles, et ils ne sont pas pour autant en train de tuer des gens. Nous sommes responsables de nos actes dans la vie. Nous avons tous des situations difficiles dans nos vies.